toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV dans On se dit tout et c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Allez, on y va pour notre sommaire. Mieux se connaître pour mieux avancer. C'est ce que prônent les experts. Mais justement, peut-on vraiment se connaître avant de passer par certaines épreuves de la vie? Eh bien, nous poserons cette question à notre spécialiste. Ensuite, l'éducation. Quelle est la juste dose côté autorité? Là aussi, on aura, j'espère, une réponse. Et puis, on testera pour vous un cours d'équitation. Et pour finir, le point complet sur la vaccination. Vous êtes avec nous sur Média TV. Merci de nous avoir choisis, d'avoir choisi On se dit tout et on démarre tout de suite. Et donc nous sommes ensemble, je suis bien installée, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir différentes spécialistes aujourd'hui. Je suis avec Dr Nada Bougrine, vous êtes pédiatre homéopathe et avec vous le point sur la vaccination. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là, beaucoup de questions et d'interrogations de la part des parents que nous allons vous transmettre justement et de la part aussi des parents que nous sommes sur ce plateau. Merci docteur d'être là. Coach Leila Naïm, merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, ce sujet, peut-on vraiment se connaître avant de passer par les épreuves de la vie, surtout que vous avez écrit un article destiné aux jeunes étudiants. Donc on va voir si c'est possible ou pas et si c'est oui, comment on peut bien se connaître. Vous êtes coach et sociologue, je le rappelle. Et puis à vos côtés, une psy, Rita Alami, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne, présidente de l'Association marocaine de psychologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça, super. Avec vous, justement, la bonne dose côté autorité avec les enfants, c'est ce qu'on appelle l'autorité positive. Alors, comment peut-on être autoritaire et en même temps rajouter de l'adjectif positif? Eh bien, nous allons essayer d'en savoir un peu plus avec vous. Ça va nous aider dans l'éducation et le quotidien avec nos enfants. Et celui qui est déjà à l'extérieur pour s'atteler à son cheval, c'est Atman qui testera pour nous un cours d'équitation. On aura le plaisir de le regarder tout à l'heure. Merci mesdames, merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir de vous avoir. Très bon dimanche à tous. On y va, sans plus tarder, c'est tout de suite. Alors justement, Leïla, quand on dit à quelqu'un il faut apprendre à se connaître, et on dit souvent, les spécialistes, vous dites souvent aux jeunes, vous devez vous connaître. Et en toute honnêteté, lorsque je me reprojette en arrière, lorsque je renvoie mon expérience en arrière, je me dis, si on m'avait dit ça à 15 ans, 20 ans, est-ce que j'aurais pu avoir une réponse? Souvent, je me dis peut-être pas. Oui. Vous dites que c'est possible. Vous avez écrit un article à ce sujet. Nos équipes ont préparé une petite explication, une petite introduction. On la regarde et on revient pour en discuter avec vous. Si l'on ne s'est pas posé un jour pour de bon, pour essayer de comprendre qui l'on est vraiment, pour connaître notre vraie nature, pour savoir qui se cache au plus profond de nous, alors on ne se connaît pas vraiment. Et c'est dommage, car on améliore très concrètement sa vie quand on se connaît mieux, tout simplement parce que la vie devient alors plus facile. Le simple fait d'entreprendre cette démarche est signe de la volonté que nous avons de travailler sur nous-mêmes pour être plus heureux. Et c'est déjà un énorme pas en avant. Après, il faut aller jusqu'au bout et faire le nécessaire pour optimiser ce que nous apprenons de nous. Une fois que l'on maîtrise une bonne partie des facettes de notre personnalité, les bonnes et les moins bonnes, nos émotions et la façon qu'elles ont de s'exprimer, il est alors plus aisé d'appréhender bon nombre de situations avec plus de confiance en soi. C'est comme quand on maîtrise un outil, un logiciel ou un objet, on peut alors optimiser son utilisation et son exploitation. Avoir une voiture, c'est bien, mais ne pas savoir s'en servir, c'est moyen. Passer son permis de conduire nous permet de connaître le fonctionnement de cet outil et de l'utiliser pour améliorer notre vie. Une démarche pour apprendre à se connaître, c'est tout à fait ça. C'est comme une auto-formation sur soi-même pour apprendre à optimiser notre quotidien et à mieux utiliser nos forces et mieux gérer nos faiblesses. Se connaître, c'est aussi apprendre à s'aimer. Et ça change tout. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous. Merci beaucoup, Leïla Naïm. Alors, vous avez écrit cet article « Mieux se connaître pour mieux réussir ». Comment se connaître? Absolument. Alors justement, comment se connaître? Surtout que vous adressez ça à des jeunes qui démarrent dans la vie.
Alors oui, on va dire... Et ça veut dire quoi se connaître d'abord? Absolument, voilà. Donc oui, se connaître, c'est être en mesure de connaître ses motivations et puis de reconnaître ses émotions et puis être aussi en mesure de reconnaître aussi ses filtres de perception et sa perception. C'est-à-dire qu'une personne... C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au fait, un jeune, il serait en mesure, à un moment donné, de prendre conscience de sa perception. C'est-à-dire, il sait que, peut-être bien, en fait, quand il y a un événement tel, qu'il vit un événement, un échec, peut-être bien fait, en difficulté, il devrait être capable de savoir que lui, il est tout le temps sur la perception telle. Une perception négative, ou alors une perception tournée sur soi, il se victimise ou culpabilise. Il doit savoir qu'il est dans ce type de posture. Il doit, en fait, détecter sa réaction. Absolument, sa réaction. Et puis, quelles sont les lectures qu'il fait? Et donc, il doit aussi être capable de savoir que moi, d'habitude, je suis sur ce type de lecture. Être en mesure, justement, en fait, de changer la lecture, de changer la perception. Et en changeant la lecture, il va changer l'émotion. Et en changeant l'émotion, il changera le comportement et la réaction. OK. Alors, pendant que vous êtes en train de nous expliquer, justement, ce cheminement, je me mets dans la peau d'un jeune, mais aussi je me mets dans la peau d'un adulte, d'un moins jeune. Ouais. Et en fait, que l'on soit jeune ou moins jeune, on n'a pas forcément les outils pour faire ça. Absolument. C'est pas facile. Absolument. Parce que ça voudrait dire aussi qu'on se remet en question et puis qu'on accepte notre part de responsabilité dans la problématique ou dans la manière de réagir. Absolument. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Oui, on est tout à fait capable. Et c'est vrai, c'est ça. C'est vraiment une approche qui est tournée vers la responsabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, on peut bien évidemment en fait, les aider à se responsabiliser et à s'assumer. Et aussi à assumer leurs choix et leurs actes. Et donc, la démarche est celle-ci. C'est-à-dire qu'au fait, travailler avec le jeune de manière à ce qu'on va essayer peut-être bien en fait, de revenir en arrière sur toutes les expériences qu'il a eues. Et il va justement être capable lui-même de prendre conscience de sa perception, mais également en fait, de l'émotion et des erreurs qu'il commet éventuellement. Parce que quand on va commencer à revoir le catalogue de ses expériences, et on va voir qu'à chaque fois quand il passe par une expérience, c'est finalement une modélisation. Il refait les mêmes comportements et il refait les mêmes lectures et donc ce sont les mêmes émotions. Il va voir que c'est le même schéma qui va être répétitif à chaque fois quand il est sur une nouvelle expérience. Mais ça, c'est parce qu'il est accompagné de la spécialiste que vous êtes. Absolument. C'est-à-dire absolument. seul, ça va être difficile. Ça va être difficile pour le jeune ou le moins jeune. Ou le moins jeune, ça va être un peu difficile. C'est-à-dire il peut être accompagné par un spécialiste, comme il peut être aussi accompagné par j'ai envie de dire, des parents avertis. Oui. Voilà. Aussi, même absolument. les parents avertis, ils vont être sur la démarche questionnement. C'est-à-dire parce qu'en principe, avec le jeune, on est davantage plus à l'aise dans le conseil. Oui. Et donc dès qu'il passe par une mauvaise expérience, tu devrais faire ça. Voilà, non, tu devrais faire ça. Et donc, le conseil, ça démarre de notre schéma cognitif et psycho-affectif, le nôtre, qui n'est pas le sien, mais également notre référentiel à nous et la personnalité de la personne. Mais donc, ce n'est pas en adéquation avec ce qu'il est lui réellement. Maintenant, il faudrait l'aider à prendre conscience lui-même de son comportement, des émotions qui sont derrière le comportement, bien évidemment, mais aussi des perceptions qui sont derrière les émotions. Le schéma est suivant. Et donc, dès qu'il va commencer à prendre conscience de sa perception et ses lectures, ça va lui permettre de canaliser davantage son émotion et donc aller vers des comportements positifs qui lui permettent bien évidemment de réussir, d'être plus heureux et d'être beaucoup plus en alignement avec lui-même. Donc en fait, c'est en quelque sorte mieux se connaître grâce à un guide. Absolument. C'est pas... Voilà, parce que quand on lit cet article, ce titre, pardon, mieux se connaître pour mieux réussir, comment se connaître, on a l'impression que c'est finalement, on est capable de le faire seul. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste et honnête. Merci pour votre honnêteté. Parce que souvent, on entend des spécialistes dire oui, il faut se connaître, il faut maîtriser ses émotions, il faut. Non. Ouais, puis c'est pas facile. Non, on peut pas. Parce qu'il faut une prise de recul qui est, on va dire, assez. Oui, mais c'est pas possible de sortir. C'est un peu la dissociation. Exact. C'est être en mesure de sortir de moi et de m'auto-observer. Et donc, c'est un peu très difficile. Par contre, si on est accompagné, c'est vrai qu'avec l'accompagnement, on va le faire une fois, deux fois, trois fois. Mais après, on va retenir l'exercice. Tout à fait. Et donc, systématiquement, on serait capable de le faire. Et donc, on peut le faire avec un jeune, un moins jeune et aussi un adulte. C'est-à-dire, la démarche est pareille, est la même pour tout le monde. Bon. Maintenant, on aura peut-être bien en fait un jeune et un moins jeune qui serait plus responsable et qui serait plus mature émotionnellement, bien évidemment. Et s'il a la maturité émotionnelle, il aura des choix comportementaux qui sont, on va dire, toujours sur l'optimisation. Ok, mais alors s'il y avait un profil que vous, en fait, conseilleriez plus, je mets ça au conditionnel, même si c'est sorti un peu dans tous les sens, quelles sont les personnes, on va dire, je vais le formuler d'une autre manière,
que vous aimeriez être dans cette optique-là, là, maintenant, tout de suite? Qui en a besoin plus que d'autres? Des personnes qui vivent des expériences négatives constamment, des échecs négatifs constamment, enfin des échecs constamment. Qui exactement? Alors, c'est surtout ça. C'est les personnes qui vivent qui passent par, on va dire, des moments de difficulté. Le mot échec, moi, c'est... Je sais. Voilà, je l'ai dit, après je me suis dit, je vais me faire reprendre par la coach. Non, mais c'est plutôt des difficultés. C'est-à-dire les personnes qui passent par des difficultés, c'est qu'il y a certainement un mauvais modèle quelque part, il y a un programme quelque part. C'est franchement une question de modélisation, c'est-à-dire qu'il y a un schéma, comme j'ai dit, il y a un schéma émotionnel qui a été mis en place et qui a pris la forme d'un ancrage. Et ce schéma émotionnel, il se répète. Et quand il se répète, le stimulus, l'émotion, la réponse, le comportement. Et c'est vraiment ça, stimulus-réponse. Donc, il suffit bien évidemment de s'arrêter et puis de prendre conscience finalement en fait de ce moteur, de ce driver émotionnel qui crée finalement ce comportement-là. Et dès que la prise de conscience elle est là, le changement il se met en place. Ça me donne une idée de sujet et je vous le propose là comme ça en direct avec les téléspectateurs et vous me dites si ça vous convient. Vous parlez de modélisation justement. Oui. Et puisque j'imagine que ça vient par une forme de structuration d'éducation des enfants. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer un sujet autour de comment être les bons modèles pour les enfants, sans vouloir en faire une émission, on va dire, bisounours ou philosophique. Oui. Mais voilà, concrètement, comment donner ce bon modèle aux enfants? Absolument. Bien sûr qu'on peut le faire. On peut? Super. Alors, on le note pour la prochaine fois. Tiens, j'ai un sujet. Alors, justement, Leila Naïm, réaction des personnes présentes avec nous. Docteur Nada Bougrine, vous vous retrouvez un petit peu dans ce sujet? Ça me parle beaucoup. C'est important. Alors, justement, je vous pose la question. Est-ce qu'à 20 ans, je sais que vous en avez 21 maintenant, mais est-ce qu'à 20 ans, vous connaissiez suffisamment comme vous vous connaissez maintenant? Non, pas du tout. Elle a parfaitement raison. C'est vraiment sur le tard qu'il y a une prise de conscience, effectivement. Aussi beaucoup de lecture. C'est vrai que si on s'intéresse à la chose, on peut apprendre énormément de choses avec la lecture. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de se faire accompagner. On va gagner du temps, on va dire. Ça, on gagne du temps. Mais justement, Rita Alami, ça vous choque quand on dit aux jeunes, et vous êtes psychologue justement, vous devez vous connaître sans qu'on leur donne d'outils, comme si se connaître, c'était en fait quelque chose de complètement naturel. Et en fait, si vous ne vous connaissez pas, c'est presque, en fait, vous êtes un peu bête. C'est ça. Vous n'avez pas encore grandi, vous ne connaissez pas, vous êtes un peu loin de la réalité. Parce que c'est justement ce qui est loin de la réalité, c'est de leur dire vous devez vous connaître. D'abord, pourquoi le devoir? Il faut qu'il y ait le désir de se connaître. Et se connaître, ça passe vraiment par un accompagnement, soit un coach, soit un thérapeute, un analyste, mais quelqu'un qui a l'habitude justement d'aider les jeunes à aller de l'avant parce que ça n'est pas facile. Se connaître, ça passe par connaître son histoire de vie, être capable de l'interpréter, de l'analyser convenablement, de connaître ses blocages, d'aller aussi sur les objectifs de vie. Enfin, c'est quand même, c'est un travail. Mais même pour un adulte, en fait, on a beau avoir grandi, gagné en âge, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on sait comment on va réagir face à toutes les situations de la vie. Il y a des choses qui viennent nous remuer, nous secouer, et on ne s'attendait pas, peut-être même parfois, à avoir telle ou telle réaction. Absolument. Et puis, ça pourrait absolument, en fait, aussi nous empêcher, en tant qu'adultes, justement, en fait, de vivre mieux, alors de réussir carrément. Parce que, au fait, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont lâché certains objectifs, qui n'ont pas osé aller vers d'autres objectifs, ou alors qui n'ont pas couru certains risques, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas et parce qu'ils ont l'impression, finalement, qu'ils allaient échouer, ou alors qu'ils n'allaient pas réussir à, justement, dans tel ou tel type d'action. Oui. Alors que, finalement, un travail sur soi, comme elle vient de dire éventuellement, en fait, oui, ma collègue, c'est ça, c'est-à-dire connaître ses motivations, connaître ses drivers psychologiques aussi, connaître son modèle de perception, peut-être bien fait, et puis quel type de comportement et qui est enclenché suite à quel type d'émotion, dans quel type de situation, ça permet systématiquement en fait de mieux se maîtriser. Et donc ça nous permet aussi de canaliser notre énergie et aller vers, on va dire, des objectifs qui sont quantifiables, qui sont qualifiables, et c'est très sûr. Et donc on a moins, on va dire, on est moins sujet aux difficultés, j'ai envie de dire. Et même quand on passe par des difficultés, on va les aborder avec beaucoup d'estime de soi, avec beaucoup de confiance. Ça permet de gagner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y en aura, mais on aura beaucoup plus confiance en nous de les aborder et de les gérer. Alors quand on ne se connaît pas, voilà, l'estime de soi à la baisse, ça va très vite, et puis on perd confiance rapidement, et puis voilà, et après ça va être des dépressions et plein d'autres choses. C'est ça. Alors on a une autre Leïla avec nous, qui a une question pour vous. Elle vous dit, est-ce que le fait de vivre seul permet de mieux se connaître? Oui.
Oui, oui, bien sûr. Ah ben oui, donc vivre seul, ça permet de mieux se connaître parce qu'on va se connaître à travers nos expériences. C'est-à-dire, on n'a pas besoin forcément de partenaires pour mieux se connaître. Mais bon, mais on aura quand même des expériences. C'est-à-dire qu'il faut quand même mettre en place ce qu'on appelle le discours intérieur, c'est-à-dire être capable de se parler à soi-même. C'est ça. C'est surtout ça. Et donc, être capable, moi je dis toujours, il faut avoir une caméra qui est tournée sur moi-même. Même si on vit avec d'autres personnes, eh bien, ça n'empêche pas de prendre quelques minutes par jour d'introspection. L'introspection, qui est aujourd'hui le questionnement. C'est franchement me poser des questions. C'est carrément, en fait, j'ai envie de dire, voilà, c'est la méthode du questionnement, donc le questionnaire de Socrate, que je suis en train de mettre avec moi-même. Et donc, dès que je passe par une expérience, je me pose la question. C'est quoi ce questionnaire de Socrate? C'est le questionnaire de coaching, au fait, qu'on fait en nous posant les questions. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Quel était mon besoin? Qu'est-ce que j'ai pu accomplir? Pourquoi ça s'est passé? Voilà, c'est franchement être capable de se poser les questions et d'être finalement en discours intérieur, moi et moi, pour faire le point moi et pour pouvoir avancer finalement sur des pas qui sont beaucoup plus intéressants. Super. Alors, Touria vous demande, quand des amis me décrivent, voilà, je ne me reconnais pas, est-ce que je ne me connais pas moi-même ou ce sont eux qui ne me connaissent pas au final? Ben, ça pourrait être les deux. C'est pas mal. Voilà, ça peut être les deux aussi. Donc, au fait, il y a beaucoup de cas. Oui, bon, alors, quand on parle d'elle et qu'elle ne se reconnaît pas, s'ils étaient nombreux à dire la même chose, c'est qu'ils ont certainement raison quelque part. C'est pour ça que quand on veut être sur la démarche de la connaissance de soi, il faut développer l'écoute et l'observation. Comment? C'est-à-dire l'écoute. Quand il y a 2, 3, 4 personnes de milieux différents qui disent la même chose de moi, ça veut dire que quelque part, ils ont raison. Et donc, je devrais commencer peut-être bien en fait la prise de conscience, à m'auto-observer, mon comportement, mon attitude et mes réactions pour voir dans quelle mesure ils ont raison ou pas. Et donc, voilà, ça, c'est un feedback qu'il faut, oui, voilà. Bon, maintenant, s'ils étaient nombreux à le dire, oui, il faudrait peut-être bien fait commencer à se poser des bonnes questions. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Leïla Naïm. Vous êtes coach et sociologue et merci de nous avoir un petit peu décrypté cette fameuse injonction, il faut se connaître. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue l'émission ensemble. On va parler d'autorité positive tout de suite. Rita Alami, merci beaucoup d'être là. Vous êtes psychologue clinicienne et avec vous, cette histoire d'autorité. Alors, qu'en pensent les parents? Est-ce qu'on peut avoir de l'autorité et en même temps que ce soit constructif et positif? Eh bien, nos équipes ont posé des questions à différents parents à l'extérieur. On va voir ce qu'ils en pensent et on revient pour en discuter avec vous. Oui, l'éducation est très importante, hein, déjà pour l'avenir des enfants et aussi pour être veillant, c'est tout dépend, parce que si on est déjà soi-même éduqué ou pas, il vaut mieux être autoritaire et tendre. On ne peut pas être autoritaire, positif ou négatif. Si on est autoritaire, on impose son point de vue. De nos jours, les jeunes mamans utilisent ce concept, mais à l'ancienne, non. Je ne suis pas très sévère et je ne suis pas très gentille. Je prends le bâton du milieu. Alors justement, d'abord, cette appellation, cette expression d'autorité positive, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'autorité positive est une nouvelle forme, on va dire une forme de discipline, qui fait qu'on va inculquer une éducation à l'enfant, seulement on va beaucoup plus avoir accès sur ce qui est positif plutôt que ce qui est négatif. Alors l'éducation positive, c'est une forme d'éducation que les parents inculquent à l'enfant qui passe par le partage et la collaboration de l'enfant. Ça veut dire qu'on ne va pas être dans l'ancien système autoritariste qui était là jusqu'à il y a quelques années, où on va imposer à l'enfant, d'accord, en étant un parent dans la toute-puissance, en lui disant « tu vas faire ça, sinon, hein, côté châtiment, etc., tu auras ça ». C'est-à-dire qu'on n'est plus dans tout ce qui est punition, cri, châtiment, et on n'est pas non plus dans la récompense. Ok. C'est pas ça. C'est plutôt qu'on va faire adhérer l'enfant à l'éducation et on va le faire collaborer, et puis on va le faire travailler, même s'il est tout petit, pour que tous les deux, on puisse arriver à un objectif qui est commun. Donc c'est une nouvelle forme d'éducation qui a été prônée par la psychologie positive. Mais il y a de l'autorité dans l'histoire. Il y a de l'autorité dans l'histoire, bien sûr. De toutes les manières, on ne peut pas parler d'éducation sans parler d'un minimum d'autorité. Okay. Parce qu'on le sait bien, un enfant jusqu'à l'âge de 24-25 ans
vous savez, la partie frontale du cerveau, le néocortex, qui est responsable de tout ce qui est réflexion par rapport à l'avenir, à se remettre en question, etc., n'est mature qu'à 24-25 ans. Donc quand on est petit et qu'on a 7, 8, 9 ans, on n'est pas suffisamment habile, on n'a pas les aptitudes pour raisonner seul ou même se faire raisonner dans les moments où on est très émotif. Donc on a besoin de l'adulte pour nous accompagner, nous orienter, mais aussi par moments aussi pour être là. C'est-à-dire que l'autorité n'est pas quelque chose de négatif comme ça l'est malheureusement perçu actuellement. L'autorité, au contraire, ça peut être constructif pour l'enfant, ça l'accompagne, et ça fait en sorte que l'enfant, il se sent couvé par les parents. Donc, alors, est-ce qu'on a un mode d'emploi de cette éducation ? Oui, enfin... Vous dites, il n'y a pas on n'est pas dans le châtiment, la punition, oui, oui. On n'est pas non plus dans la récompense. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne déjà, c'est un travail à faire sur les parents. Déjà. C'est ça le principe de base, c'est-à-dire que déjà, les parents, il faut qu'ils adhèrent à cette forme d'éducation. Alors, quand je parle des parents, pourquoi ? Alors, les parents, tout de suite, il faut qu'ils soient d'accord tous les deux, sinon ça ne fonctionne pas, sur le fait qu'on va se mettre d'accord déjà au sein de notre famille sur à quoi on veut arriver avec cet enfant. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre enfant, et on l'écrit, d'accord ? On veut que notre enfant, qu'il ne dise pas de gros mots, qu'il soit éduqué de telle manière, qu'il soit convenablement scolarisé, enfin, à quoi on veut arriver. Ça, c'est la base. Et c'est des choses souvent qui ne se font pas. C'est vrai. Voilà. Alors, deuxième des choses... C'est pas énoncé clairement. C'est pas énoncé clairement, et sachant que chacun a son histoire de vie. Les parents, oui, ils sont mariés, mais ils ont chacun une histoire de vie derrière, ils ont un modèle éducatif, ils ont des schémas, ils ont leur distorsion cognitive, ils ont leur façon de voir les choses. Donc déjà, il faut que les parents puissent se mettre d'accord sur nous, comment on veut éduquer nos enfants. Ça, c'est très, très important. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que toute l'éducation de l'enfant va se baser sur encourager l'enfant et plutôt se fixer et donner beaucoup d'importance à tout ce qui est comportement, je ne vais pas dire positif, je dirais comportement convenable. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus simple. Par exemple, un enfant qui va dire un gros mot, on va le prendre et on va lui expliquer que ça, ce n'est pas quelque chose que nous, parents, ce n'est pas acceptable, c'est quelque chose qui est inadmissible. Et voilà pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Par contre, quand le lendemain, l'enfant va faire quelque chose de positif à la maison, il va nous aider, on ne va pas passer à côté et dire que c'est normal et qu'il est éduqué. C'est sur ça qu'on va donner l'accent, c'est-à-dire qu'on va beaucoup l'encourager sur tous ces comportements-là qui sont positifs. Ça, c'est un point qui est important. Donc, en fait, reprendre ce qui ne va pas, mais encourager aussi ce qui va. Encourager beaucoup ce qui va. Beaucoup. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Beaucoup communiquer avec l'enfant autour de le pourquoi de la chose. Mais il faut faire attention. Quand je dis communiquer, je n'entends pas par là passer trop de temps à expliquer. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si un enfant est censé dormir à 21h, par exemple, je vais lui expliquer 1, 2, 3 fois en fonction de son âge qu'il faut qu'il dorme à telle heure, pour telle chose et telle chose, mais je ne vais pas passer un mois à lui expliquer la même chose. Au bout d'un moment, le parent, il faut qu'il impose son autorité. Donc l'autorité positive, c'est éviter les cris, les insultes, les châtiments, éviter de violenter l'enfant, surtout pour tout ce qui est verbal, parce que souvent on met ça de côté, on parle de fesser, de frapper l'enfant, mais on met de côté que l'enfant peut être encore plus en souffrance parce qu'il a une mémoire traumatique s'il entend des choses à répétition. S'il entend toute l'année qu'il est bête parce qu'il a eu de mauvaises notes, il finira justement par croire à ça et par devenir agressif de son côté. Mais quand vous avez des parents qui vous disent « moi, si je ne crie pas, rien n'est fait. J'ai beau répéter, j'ai beau expliquer gentiment, mais si je ne hausse pas le ton, rien n'est fait comme je l'ai demandé. » Là, il faut aller chercher d'abord du côté de l'enfant. Et pourquoi cet enfant se comporte de telle manière ? Parce qu'un enfant, quand il adhère à sa famille, de manière générale, il va faire en sorte de faire plaisir à ses parents. C'est normal qu'il se rebelle 1 ou 2 fois, mais s'il est tout le temps dans l'opposition, nous, notre travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cet enfant s'oppose. Parce qu'il n'est pas normal de répéter la chose 50 fois non plus. Ça pourrait être quoi ? Ça peut être, le cas qu'on voit assez souvent, c'est des enfants qui ont l'impression de ne pas être aimés, et donc, en fait, indirectement et inconsciemment, je précise, ils vont se révolter contre les parents. On a aussi des enfants qui ont souvent ce sentiment que le papa préfère mon frère parce que c'est un garçon, maman préfère ma sœur parce qu'elle lui ressemble, parce qu'elle a de bonnes notes. Et donc là, on va avoir l'enfant, ça sera toujours non. Je vais faire tout justement pour que mes parents comprennent que moi aussi, j'existe et que voilà. Une manière de se démarquer, en fait. C'est une manière de dire que j'existe, tout simplement. Je suis là.
Alors, la pédiatre que vous êtes également, Dr Nada Bougrine, est-ce que vous pouvez remarquer aussi que les parents ont ce souci aujourd'hui, enfin la nouvelle génération de parents, avec l'autorité? Ah oui, énormément. Énormément. Et je les reçois justement avant qu'ils arrivent chez Rita. Complètement désemparés à partir de l'âge de 2-3 ans, parce que c'est là où l'éducation commence et tout. Et bien sûr, c'est des parents qui ont un schéma quand même qui est là, plus souvent traditionnels, qui ont envie de bien faire et de ne pas faire de la même façon, mais qui sont un peu perdus parce que justement, il n'y a pas un acquis, il n'y a personne pour leur dire comment faire et ils se retrouvent à faire un peu n'importe comment. Et bien sûr, c'est l'autoritarisme, ça c'est ce que je vois tout de suite, beaucoup de violence et bien sûr, il y a toujours la réaction de l'enfant qui va s'opposer parce que ce n'est pas possible de violenter un enfant toute la journée et de s'étonner pourquoi est-ce qu'il ne fait pas les choses correctement. Donc c'est vrai qu'il y a une demande. Bon, on essaye quand même de faire passer certains messages. Justement. Les parents sont un peu en souffrance. Oui, oui, oui. L'enfant aussi, bien sûr, Ah, mais oui, les parents également. Oui, alors c'est bien d'en parler avant que le problème se pose, mais c'est vrai qu'on arrive parfois à des situations difficiles où on est obligé de passer la main à un psychologue pour un accompagnement. C'est ça. Oui. Vous parlez des enfants de 2-3 ans et il y a une opposition, on va dire, sur laquelle beaucoup de parents se retrouvent confrontés à cet âge-là, c'est le refus de manger. C'est-à-dire de s'attabler, de prendre son temps pour manger. Et on a l'impression qu'ils sont très occupés par autre chose et on ne peut pas les forcer. Et donc, il ne faut pas les forcer. Jamais. 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 Dit la pédiatre. Par contre... Surtout pas. Surtout pas. Ouais, par contre, ce que je dis aux parents, c'est qu'effectivement, un enfant n'est pas censé savoir ce qu'on attend de lui. Donc ça aussi, il faut lui expliquer. Comme on explique à l'école les règles à l'école, à la maison aussi, il y a des règles. Donc voilà ce que j'attends de toi. Le matin, voilà, tu es censé faire ceci, ceci, cela, parce que sinon on va être en retard pour l'école. Donc tout ça, c'est des choses à transmettre. Voilà. Et ensuite, on fait des rappels. Et pour revenir justement au châtiment, là aussi, c'est ce que j'arrête pas de dire, il faut absolument pas, il faut arrêter de violenter les enfants. Et ce qu'on dit maintenant, c'est qu'au contraire, l'empathie aide l'enfant à, si vous voulez, maturer beaucoup plus vite et être beaucoup plus coopérant. Alors que si on continue dans la vieille école, eh ben, on se heurte à des problèmes par la suite. Alors, on a encore pas mal de choses à discuter, notamment les questions des téléspectateurs. Rita, on va marquer une courte pause et on revient pour ça. Allez, de retour pour vous sur le plateau d'On se dit tout. Merci beaucoup à nos spécialistes d'être là, mieux se connaître, pour mieux avancer dans la vie. On a essayé de comprendre ce concept avec vous, Leïla Naïm, coach et sociologue. On parlera de vaccination dans un petit moment avec vous, Dr Nada Bougrine. Et puis on continue sur cette autorité, discipline, ou plutôt éducation positive avec vous, Rita Alami, psychologue. Donc, vous l'avez dit, il faut aujourd'hui apprendre à avoir un comportement différent de ce qu'on a pu nous avoir, notre génération a pu avoir avec ses parents et puis avant également, les nôtres avec leurs parents et ainsi de suite. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Les neurosciences aidant, on sait comment le cerveau de l'enfant arrive à maturer grâce à de l'empathie, grâce à de l'accompagnement, mais aussi grâce à de l'autorité et grâce à de la bienveillance. C'est un bon cocktail de tous ces éléments qui pourraient aider justement les enfants à être mieux dans leur peau et à nous faciliter l'existence par la même occasion. Alors, on y va pour la question de Mehdi qui dit « N'est-il pas utopique de dire qu'on peut être à l'écoute même lorsqu'on rentre exténué du travail et qu'on se retrouve face à un enfant qui fait des bêtises ?» Alors, Leïla acquiesce. Elle est d'accord avec Mehdi. Quel enfant ne fait pas de bêtises? Déjà, je poserai la question à ce papa. Ce serait bien qu'il se remémore quelques années en arrière. Certainement que lui-même faisait des bêtises. Ça fait partie du développement de l'enfant. Et souvent, derrière bêtises, on est dans la découverte. Parce que l'enfant, il apprend à travers l'expérience et ça passe par des bêtises. Après, il faut aussi se mettre à la place des parents. C'est très difficile de passer une journée au travail avec tout le stress et de rentrer à la maison et justement de devoir supporter l'enfant qui bouge, qui fait des bêtises. Complètement, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut savoir se faire aider, savoir déléguer. Et je rappellerai qu'on ne peut pas tout faire ni être partout. C'est ça, et c'est ça être parent aussi. Ça. Il faut accepter aussi de ne pas être parfait. Personne n'est parfait. Ça n'existe pas de parents parfaits. Exactement. On a des parents suffisamment bons, mais nous n'avons pas, en tant que psychologue, nous n'avons pas cette notion de parents parfaits. Pour nous, c'est quelque chose qui n'existe pas.
Parfait. Alors, il y a Oui, si bien je peux sûr. me permettre, il y a un petit phénomène, c'est les enfants des appartements. Donc ça, c'est quelque chose, bah oui. Alors, on les sort de l'école et on les rend tout de suite à l'appartement. Allez, tout de suite, c'est les devoirs. Tout de suite, il faut que tu finisses les devoirs pour manger. L'enfant, après avoir passé une journée à l'école, a besoin de se dépenser. On les retrouve comme vraiment des boules de nerfs. Et donc, c'est normal. Si vous ne répondez pas à ce besoin de dépenses énergétiques, forcément, une fois qu'il va rentrer à la maison, il va soit s'opposer, soit commencer à faire des bêtises. Il ne vous donnera rien du tout. Donc, à partir du moment où on comprend ça, et au lieu de passer directement à la maison, on passe quelque part où il va essayer de bouger un petit peu, ben, je suis sûre qu'à la maison, ça se passera beaucoup mieux. Oui, bien sûr, Leïla. Il y a une petite technique, c'est-à-dire pour les parents, Mehdi éventuellement, c'est-à-dire il faudrait bien en fait communiquer avec l'enfant et lui faire expliquer que quand papa ou maman rentrent du boulot, ils sont fatigués et qu'on a besoin d'un temps, un temps pour justement en fait rien que pour peut-être bien fait se changer, se doucher et puis se ressaisir et gérer son émotion. Et juste après, j'aurai le temps pour toi. Et donc là, je vais te rencontrer dans ta chambre et on pourrait papoter, tu raconteras ta journée. Et donc l'enfant, il va comprendre parce que les adultes, ils comprennent quand on leur parle. Les enfants comprennent quand on leur parle. Il suffit un peu qu'on leur dise, écoute, je serai à toi, mais bon, maintenant quand je rentre du boulot, je suis fatiguée. Voilà. Tu me donneras du temps pour que j'essaie de me reposer, que je gère mes émotions quand même de ma journée, que je fasse le point avec moi-même et je viendrai écouter ta journée. C'est ça, donc, mais ça vaut pour les enfants, pour les grands, ça vaut pour tout le monde. Hein. Enfin, traditionnellement, on disait... Quand les femmes étaient à la maison et que les hommes étaient dehors et que les hommes rentraient dedans, ça vous fait sourire. Il ne faut pas attraper son homme à l'entrée, il faut attendre qu'il se repose avant de demander ce qu'il y a à demander. Absolument. C'est ça, c'est les histoires de grand-mère. Bon, allez, on va marquer une pause, mais en fait, on va aller apprendre d'autres choses. Un cours d'équitation, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on y apprend? On a testé pour vous avec Atman. Depuis plus de 90 ans, le club de l'étrier de Casablanca a fait grandir des cavaliers marocains qui ont su s'imposer sur la scène nationale et internationale en remportant des prix aussi prestigieux les uns que les autres. C'est avec excellence, fair play et respect du cheval que nous avons rencontré Samy, jeune prodige marocain qui occupe la première place du classement international des cavaliers marocains au saut d'obstacles. Samy nous explique que monter à cheval est plus qu'un sport ou une passion, mais une véritable éducation. Chers téléspectateurs, c'est sans plus attendre que je vous propose de rencontrer Samy qui va nous aider à tester pour vous l'équitation. Bonjour Samy. Bonjour Asma. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette passion pour le cheval? C'est une passion qui m'est venue tout jeune. J'ai commencé à l'âge de 11 ans, j'ai fait quelques balades et tout à cheval, puis j'ai commencé étape par étape à travailler toujours un peu plus. J'ai toujours aimé avoir un contact avec les animaux et partager quelque chose avec un animal plutôt qu'un ballon. Et alors, est-ce que tu recommandes l'équitation pour les téléspectateurs qui nous regardent, que ce soit pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes? C'est un sport qui pourrait convenir à tout le monde parce que c'est un sport noble, puis c'est un sport où on apprend toujours quelque chose. Ça peut nous être utile même dans la vie de tous les jours. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me donner un conseil pour vaincre un petit peu ma peur de monter à cheval? Le seul conseil que je peux te donner, c'est de refaire ta première expérience pour que ça se passe mieux. Tu vas m'aider alors? Exactement. Ok. Avec plaisir. Alors Samy, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette jolie bête? C'est Darko du Névé, un cheval de 5 ans. Donc en termes de sécurité déjà, oui. Pour faire du cheval, il faut s'équiper, je suppose. Bon, il te manque la culotte et les bottes, mais bon, ça c'est pas grave. On va déjà te donner la bombe, c'est très important. Sécurité avant tout. On commence? Allez, on commence. Là, tu mets ton pied gauche à l'étrier, là. Voilà, tu prends appui sur ta selle, tu montes, tu mets le pied de l'autre côté, voilà, et tu mets l'autre étrier. Tes rênes là, comme ça. Alors c'est très impressionnant, mais ça fait moins peur que ce que je pensais. Du coup maintenant, comment ça se passe? Bah maintenant on va marcher déjà. Allez. Pour te mettre en confiance. Ok. Allez viens. Allez gros. Après le cheval c'est très important. Ça t'aide beaucoup, quand tu as un bon cheval, tu as plus de facilité que quelqu'un d'autre. D'accord. Et est-ce que c'est facile à éduquer un cheval?
C'est oui et non, ça dépend des chevaux. T'en as, il faut prendre plus de temps que d'autres. Il y en a qui sont doués naturellement. Alors relâche-toi un peu et puis fixe ta jambe. Mais ça doit être génial quand même d'aller vite, t'as une sensation, je pense, de vitesse et de maîtrise. Ce qui est magnifique, c'est quand tu vas à la plage et que tu galopes sur le bord de la mer. Ça doit être très bien. Ouais. Chers téléspectateurs, moi je crois que je vais arrêter de malmener cette pauvre bête. En tout cas, moi j'étais ravi d'avoir pris mon premier cours d'équitation. Je recommande cette activité à toutes les personnes parce qu'au final, il faut savoir surmonter sa peur. J'étais très stressé au début, je suis toujours très stressé, mais en tout cas, je suis content parce que j'ai réussi à surmonter quelque chose que j'avais envie de surmonter depuis très longtemps. Samy, je te rends les rênes. Yasmine, je te rends l'antenne. Et chers téléspectateurs, on se voit la semaine prochaine. Merci Atman, je récupère bien l'antenne, merci. Alors justement, Nada Bouguerine, quand je vous ai donné le menu de notre émission d'aujourd'hui, notre sommaire, vous m'avez dit « Ah, ça m'intéresse ce cours d'équitation ». Oui. Ça a répondu à vos questions ou bien vous êtes une cavalière? Non, pas du tout. J'ai pas encore essayé, jamais, mais ça a toujours été quelque chose qui m'a tentée. J'ai pas encore trouvé le bon moment. Le bon moment, mais ça vous donne un peu plus envie, là? Oui, bien complètement. Sûr, bien sûr. Et apparemment, en plus, ça fait beaucoup de bien de se rapprocher des animaux et puis des chevaux en particulier. Il y a des thérapies, je crois. Exact. Il y a des thérapies, par, ça va sur ça, oui. Par le cheval. Exact. Alors, l'histoire de la vaccination, on en parle avec vous. Tout de suite, docteur. Merci beaucoup d'être avec nous, docteur Nada Bouguerine. Vous êtes pédiatre homéopathe. D'abord, avant d'aller sur le reportage réalisé par nos équipes, homéopathe et pédiatre, est-ce que ça va bien ensemble? Médecine, on va dire conventionnelle et homéopathie. C'est parfait, ça s'associe bien? Ah oui, absolument, parce que de plus en plus, chez les enfants, on a énormément de médicaments qui ont été retirés du marché, donc notamment chez les moins de 2 ans, et donc on s'est retrouvé à n'avoir rien du tout sous la main. Donc l'homéopathie, ma formation a été juste magnifique pour répondre justement à ce besoin. D'accord. Oui. Ça aide les parents. Ah oui, absolument. Et on ne passe pas trop par les antibiotiques. Non. C'est la hantise des pédiatres et des parents. Voilà, Exactement. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir à tout le monde. Alors, nos équipes sont allées voir un médecin qui nous plante un petit peu le décor de cette histoire de vaccination et après on revient pour les détails avec vous. Il y a un petit peu plus qu'une dizaine d'années, les vaccins obligatoires, c'était uniquement la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite. Puis, par la suite, ça a été élargi. Maintenant, on vaccine obligatoirement également contre l'hépatite B, contre l'hémophilus influenza chez les bébés. Cette obligation de vaccination est beaucoup plus apparente pour le BCG. Actuellement, on ne peut pas inscrire un bébé au livret familial s'il n'est pas vacciné contre le BCG. Le calendrier vaccinal obligatoire, il est largement suffisant. Il faut laisser l'enfant également élaborer ses propres anticorps. Il est mieux respecté au niveau de la santé publique. Au niveau de la médecine privée, il y a des gens qui s'écartent du droit chemin. Bon, je suis désolé de le dire, mais la majorité des médecins sont honnêtes. Ils se limitent au calendrier de vaccination obligatoire. La peur, oui, elle existe. Il y a beaucoup de mamans qui nous posent des questions sur ce sujet, on les rassure, mais elle n'est pas réelle. Elle ne s'appuie sur aucune étude sérieuse. La vaccination, c'est un acte infirmier. Si on veut que se faire vacciner par son médecin ou bien son pédiatre, je ne suis pas contre, d'accord, mais disons, rendons à César ce qu'il y a à César. Je crois que je vaccine moi-même mes patients. Voilà, donc on a un petit peu un tableau de ce qui se fait actuellement au Maroc en matière de vaccination. Vous, en tant que pédiatre, vous êtes satisfaite de la protection qui est offerte aux enfants ? Oui, maintenant avec le calendrier vaccinal, oui, quand même. Il y a quelques années, effectivement, il y avait un gros manque et heureusement qu'on a introduit un vaccin extrêmement important qui est celui de la méningite à hémophilus B. Et donc là, maintenant, avec la généralisation, on voit de moins en moins de cas de méningite. Ok. Et grâce à Dieu, oui. Alors,
ce n'est un secret pour personne. Ce qui se passe en dehors de nos frontières nous arrive en tant qu'information, au niveau de l'information, parce qu'on vit dans un petit village. La planète est un petit village. Et on sait que dans certains pays, notamment européens, aux États-Unis également, certains spécialistes, certains parents sont en train de taper sur la vaccination, l'incriminant de certaines maladies, et d'ailleurs graves, et d'ailleurs à cause de ça, certaines autres maladies éradiquées, comme la rougeole, refont apparition et peuvent être mortelles. Absolument. Il y a eu des cas de décès en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc, nous, les parents, aujourd'hui, on va dire, il n'y a pas eu de véritable débat au niveau des médias, ni entre parents, ni entre spécialistes, mais on a entendu ça, parce que ça se passe chez les autres. Et on se dit, si les autres sont concernés, est-ce que c'est la même chose chez nous? Est-ce que les vaccins sont responsables de maladies graves, telles que l'autisme, telles que la sclérose en plaques, telles que le diabète? Est-ce que, quand on vaccine son enfant, est-ce qu'en quelque sorte, on le confronte à un danger? Absolument. On l'expose à un danger? Absolument pas. Alors justement, effectivement, il y a eu des courants anti-vaccination et à la suite de ça, il y a eu une baisse de couverture vaccinale qui a vraiment pénalisé les enfants. Il y a eu une réapparition. Au Maroc notamment? Au Maroc, non. Dieu ouais. merci, non. Mais en Europe, effectivement, il y a eu une flambée des épidémies de rougeole qui étaient dévastatrices, réapparition de la diphtérie alors qu'on n'en avait plus du tout, justement à cause de ces courants. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La peur des vaccins a toujours existé, d'accord? Mais là, aujourd'hui, il y a Internet. Internet, il suffit qu'il y ait un buzz aujourd'hui pour que toute la planète soit alertée, d'accord? Et le problème, c'est qu'après, quand il y a des mentis, on se rappelle que du buzz initial. On se dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Justement, l'article qui a fait tant qui a répandu la rumeur de l'autisme, c'était un article qui est apparu dans une revue et par la suite, il s'est avéré qu'il y a eu plein d'erreurs dans cette étude-là. Et donc, ça a été retiré de cet article-là. Mais le mal était déjà fait. Donc là aussi, même la lecture des articles, il y a des spécialistes et des experts pour analyser les articles scientifiques et pour dire celui-là est valable et pas celui-là. D'accord? Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on est formel. L'OMS est formelle, les vaccins qui sont disponibles et qui sont dans les calendriers vaccinaux, il n'y a aucun risque. Au contraire, le fait de ne pas se faire vacciner, c'est là où on fait courir un risque à nos enfants. Et justement, on ne parle pas assez de ces maladies qui sont dans le calendrier vaccinal et les dégâts qu'ils risquent de faire si on ne se fait pas vacciner. Donc c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux parents quand il y a vraiment cette demande-là et cette peur qui est exprimée, parce que très souvent, c'est une ignorance. Donc, une fois qu'on donne l'information, qu'on explique un petit peu les choses, on protège leurs enfants contre quoi, en général, il n'y a pas de problème. Bien sûr... c'est des interrogations que vous recevez en cabinet? Est-ce que vous avez des parents qui viennent? Oui, cette histoire d'autisme, ça revient, bien sûr que ça revient. Mais à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu de relation de cause à effet entre le vaccin et l'autisme. Mais par exemple, pour d'autres vaccins récents, comme la vaccination contre le cancer du col de l'utérus pour les petites filles, est-ce qu'on a assez de recul? Ça aussi, il y a des hauts et des bas, il y a une polémique, il y a un recul. Ça, ce n'est pas un vaccin qui est encore dans le calendrier, qui est rentré dans le calendrier. Il n'est pas obligatoire. Il est recommandé, effectivement, à partir de 11 ans. Mais c'est vrai que le corps médical n'est pas très d'accord. D'accord. Ça, c'est un vaccin particulier. Mais là, je parle des vaccins qui sont dans le calendrier et où certains parents décident du jour au lendemain de ne pas vacciner leurs enfants. C'est juste très alarmant. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment faire un effort d'information pour rassurer ses parents. Et surtout, il faut qu'ils vaccinent leurs enfants. Parce qu'un enfant qui n'est pas vacciné, vous mettez cet enfant-là dans une crèche ou dans une école, c'est une bombe à retardement. Il va ramener des bactéries ou des microbes qu'on ne voyait plus du tout. D'accord? Alors, pour peu qu'un autre enfant soit à côté, qui n'ait pas fini son calendrier vaccinal, il est exposé à un risque énorme. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment faire comprendre aux parents. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'informations par rapport à ça. Est-ce que l'homéopathie peut être une alternative à la vaccination? Absolument pas. Ça ne l'est pas? Absolument pas. C'est un traitement?
C'est un traitement, ça peut être un traitement de maladie aiguë, ça peut aussi être un traitement de fond pour des enfants qui font des maladies à répétition, mais ça ne remplace absolument pas la vaccination. Alors, Rita Alami, vous êtes psychologue et vous, malheureusement, vous êtes confrontée également à cette problématique de l'autisme, c'est-à-dire que vous faites le suivi, ensuite vous faites le diagnostic et le suivi. Est-ce que, à l'annonce du diagnostic, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre des parents dire « c'est peut-être le vaccin » C'est très souvent, pour ne pas dire tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est directement incriminé. C'est dans la tête des parents, c'est comme ça. C'est dans la tête des parents, c'est l'autisme est égal problème de vaccination. Ça va avec. Comme l'a dit Dr Bougrine, mais après, c'est tous les articles, il y a beaucoup de vrai et de faux là-dedans, mais les gens se partagent et s'envoient ces articles-là, et du coup, c'est vraiment l'idée prégnante aujourd'hui, c'est que d'abord c'est le vaccin, mais en plus ça culpabilise les parents. C'est-à-dire que pour eux, ils sont responsables. Parce qu'ils ont vacciné. J'entends très souvent, si je savais, j'aurais jamais vacciné, je suis en faute, c'est très grave, je fais subir ça à mon enfant. Donc on a des dépressions derrière tout ça. Alors que, comme elle vient de le dire, donc il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuve, mais surtout ce qu'il faut rappeler aussi, c'est la gravité de ne pas vacciner un enfant contre rougeole, oreillon et rubéole, parce que c'est le vaccin qui est incriminé le plus. Qui est incriminé. Le ROR. La rougeole, les épidémies de rougeole tuent. Les oreillons aussi, c'est des méningites, des encéphalites et des atteintes testiculaires. La rubéole, c'est des problèmes de malformation fœtale. Une petite fille qui n'est pas vaccinée contre la rubéole et qui un jour va avoir un enfant, si jamais elle l'attrape pendant la grossesse. Ah oui, c'est une catastrophe. Donc il faut aussi dire ça aux gens et savoir de quoi il faut avoir peur. D'accord ? Quelque chose qui n'a pas été prouvé et qui est encore mondialement fait, c'est des millions et des millions de doses aujourd'hui qui sont administrées tous les jours. On peut pas l'incriminer pour ça, surtout que l'OMS est formelle aussi là-dessus. Vous voulez rajouter quelque chose, Rita ? Oui, je disais que souvent ce que j'entends aussi, c'est le vaccin, mais c'est le fait de faire plusieurs vaccins en même temps. C'est ça qui revient. C'est-à-dire qu'on me dit, oui, mais si on avait fait les vaccins séparément, c'est-à-dire qu'on avait laissé un laps de temps, on n'en serait pas là. Donc j'en profite pour lui poser la question. Ah non, absolument pas. De toute façon, le ROR ou l'équivalent, c'est un vaccin qui est fait seul. Il n'est pas fait en même temps que d'autres vaccins. Les autres vaccins qu'on fait en même temps, c'est lors des 6 premiers mois et c'est capital parce que c'est la période à laquelle l'enfant est le plus vulnérable. Donc on essaie de donner le maximum de doses pendant cette période-là pour le protéger. D'accord ? Pour qu'une fois qu'il n'a plus d'anticorps, qu'il soit au moins protégé contre des maladies qui sont graves. Et les études d'innocuité ont été faites, il n'y a aucun problème. L'organisme est capable d'avoir tous ces vaccins en même temps. Puis je pense qu'il n'y a qu'un seul rendez-vous où on a beaucoup de vaccins. Les autres, c'est toujours un seul vaccin. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, les questions des parents. On a Ilyes qui vous dit pourquoi vacciner contre des maladies qui ont pratiquement disparu de notre pays. Eh bien voilà. La réponse, elle est dans la question. Dans ce qui s'est passé en Europe. Dès qu'il y a eu une baisse de couverture vaccinale, eh bien, les virus, ils sont réapparus. Ce n'est pas parce qu'on ne voit plus de cas que les virus ont disparu. Ils sont toujours là. Bon, la variole, heureusement, elle a disparu depuis bien longtemps. Le vaccin a disparu aussi. La polio n'a pas encore complètement disparu. Il y a encore quelques cas. Donc, tant que ça n'a pas complètement disparu du monde, il est impératif de continuer à vacciner. Autre question, quelle est la différence entre un rappel et une deuxième dose ? Écoutez, pour chaque maladie, il y a un nombre de doses qu'il faut d'abord faire pour stimuler l'immunité. Et effectivement, le rappel permet de relancer l'immunité parce qu'on sait qu'à partir d'un certain moment, le taux d'anticorps va diminuer et il faut le flash de rappel pour remonter justement le taux d'anticorps. D'accord. Donc pour chaque maladie, il y a un certain nombre de doses. Et le rappel, c'est pour rebooster. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Dr Nada Bougrine, pédiatre homéopathe. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous, mesdames. Leila Naïm, coach sociologue, Rita Alami, psychologue. Merci à toute l'équipe qui était avec nous pour la réalisation et la production de cette émission. Merci à toute l'équipe qui était dehors aussi pour cette émission. Et merci à vous, les téléspectateurs, pour votre fidélité, votre soutien. À très vite. Au revoir.